Bienvenue à tous, ça y est, c'est parti. C'est la nouvelle pause café de l'UNADEV. Une pause café, j'ai envie de dire exceptionnelle. On a parfois eu un, parfois eu deux invités, deux, trois. Là, on est trois plus moi, on est quatre en direct pour cette pause café du mois de novembre. Et pour cause, émission spéciale, on a donc décidé de rester plus longtemps avec nos invités en ce mois important, car c'est aujourd'hui, en ce moment, la 25e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Très important moment pour toutes les personnes handicapées, pour le monde de l'emploi, pour le monde de l'entreprise. Et on va en parler avec mes invités. Ravi de vous avoir tous les trois en direct pour cette pause café exceptionnelle. On va prendre un peu de temps. Quentin Guillaume est avec nous, chargé de mission de développement et mécénat chez Up Entrepreneurs. Ils sont un peu partout en France. Il va nous en parler et il accompagne notamment les entrepreneurs dans la poursuite ou la création d'entreprises pour des entrepreneurs évidemment en situation de handicap, puisque c'est le sujet. Arsène Endicott est également avec nous. Bonjour Arsène, coordinateur du Bonjour. pôle insertion professionnelle de l'ESRP Forja Fondation OVE, OVE établissement et services de réadaptation professionnelle qui offre des formations pour les personnes en déficience visuelle. Et puis Patrick Crespel va nous raconter sa magnifique expérience qu'il est en train de vivre en ce moment. Bonjour Patrick, personne, vous êtes en déficience visuelle et vous suivez en ce moment une formation de guide conférencier au sein d'une association formidable qui s'appelle IMDV. On va en parler. Merci à vous trois d'être avec nous en direct. On est connecté sur les réseaux sociaux avec, bien sûr, le fidèle et nécessaire partenaire UNADEV. Et d'ailleurs, les membres de l'UNADEV peuvent réagir avec vous, avec nous, en direct. Première question, messieurs. Cette émission s'appelle Pause Café. Cela fait maintenant des mois et des mois que je présente avec plaisir cette émission et je pose toujours la même question. Là, c'est l'heure du café, début d'après-midi. Vous êtes quoi? Vous êtes thé, café, tisane, chocolat? Quentin? Alors moi, personnellement, je suis thé. J'ai jamais réussi à passer ce cap de la vie d'adulte d'aimer le café. Moi, je reste au thé. Bon, c'est la pause thé pour Quentin. Arsène, Moi, c'est plutôt café noir et sans sucre de préférence. promis, on vous en apportera, Arsène. Et Patrick? Et moi, c'est plutôt thé. Très bien. Deux thés et deux cafés. Voilà, on est ex aequo dans ce direct pause café. Je vais commencer avec Arsène. Arsène, parlez-moi de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Vous qui êtes coordinateur dans un pôle d'insertion professionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette semaine, évidemment, pour vous, elle a un sens très important. Alors, cette semaine a un sens particulier, évidemment, parce que au cours de cette semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, le sommet, je dirais, c'est demain jeudi 18. Pourquoi demain? Parce que demain jeudi, donc, c'est la journée consacrée aux duos. Alors, qu'est-ce que c'est que des duos? Des duos, c'est donc des professionnels des entreprises qui, à l'occasion de cette journée, accueillent sur toute la journée des personnes en situation de handicap dans leurs entreprises. Alors, idéalement, en lien avec le projet professionnel des personnes, pour que la personne puisse découvrir les possibilités en lien avec son projet, mais aussi, c'est une manière de se sensibiliser entre personnes professionnelles et personnes en situation de handicap. Donc, nous y participons avec tous nos stagiaires qui sont placés et qui ont des duos à cette occasion. Ces moments-là, ces moments de rencontre, ces duos, évidemment, notamment après cette période où on a été un peu tous isolés, elle est très, très importante, elle est nécessaire. Elle est très importante, elle est nécessaire parce qu'elle permet aux stagiaires que nous accompagnons de sortir du centre de formation, de rencontrer de vrais professionnels sur le terrain et c'est l'occasion aussi pour eux d'entendre déjà un certain nombre de discours que nous tenons et lequel discours a un impact particulier quand ces mêmes propos, je dirais, sont tenus par des professionnels sur le terrain. C'est quoi le discours, justement? Qu'est-ce qui est important de dire, Arsène, cette semaine et avec tous ces gens que vous allez rencontrer? Alors, typiquement, hier, on a reçu une entreprise qui s'appelle Lilly. Alors, Lilly, c'est une entreprise qui fait dans l'industrie pharmaceutique, qui sont venus dans nos locaux visiter, rencontrer des stagiaires. Et j'ai posé une question au DRH qui accompagnait ces équipes. Qu'est-ce qui va la motiver, elle, par exemple, à
recruter une personne, à conclure un recrutement. Et spontanément, le mot qui était sorti, c'est la compétence. Or, c'est un des mots, un des thèmes centraux sur lesquels nous travaillons avec nos stagiaires. Quelque part, finalement, le handicap est secondaire. Secondaire, non pas que l'on néglige cet aspect qui est fondamental, mais finalement, c'est que la personne TH va aller vendre, ce n'est pas son handicap, c'est son savoir-faire, c'est sa compétence. Voilà. Voilà, entre autres. C'est vraiment intéressant de vous entendre dire ça parce que peut-être que, oui, peut-être aussi à cause des médias parfois, mais on a mis plutôt parfois en exergue le handicap d'une personne plutôt que sa compétence. Et aujourd'hui, il ne faut pas inverser les choses. Non, pas du tout. Il ne faut pas inverser et c'est un discours qu'il faut répéter, y compris pour les personnes elles-mêmes, parce que des fois, dans la fragilité, dans des candidatures sur lesquelles il n'y a pas de retour, etc., les personnes peuvent être découragées. Elles oublient que si elles candidatent sur un poste, c'est qu'ils en avaient la possibilité et les compétences. Sinon, elles ne le feraient pas. Donc, c'est ça qui est vendu. Ce n'est pas de la déficience visuelle, ce n'est pas de comment on appelle, la paraplégie, ce n'est pas l'autisme, ce sont des savoir-faire qui sont au demeurant les mêmes chez n'importe quelle personne, tout simplement. Alors, cette fondation, parlez-moi de cette fondation en quelques mots, parce qu'elle existe depuis très longtemps. Si je ne me trompe pas, elle a été créée juste après la guerre pour accompagner des militaires, des gens qui étaient blessés, je crois. Tout à fait, exactement, c'est ça. Donc, des invalides de guerre et des invalides civils d'une manière générale. Donc, invalide de guerre, ça n'a pas besoin d'explication. Invalide civil, ça va être plus des accidentés dans des usines, etc. Et puis, au fur et à mesure, la France ne faisant plus de guerre, les invalides de guerre, il y en a, disons, plus autant. Et donc, finalement, c'est un peu monsieur tout le monde, comme vous et moi, parce que le handicap, c'est quelque chose qui peut être de naissance, mais qui peut survenir aussi au cours de la vie. C'est le cas de beaucoup de personnes que nous accueillons ici, qui ont travaillé comme personnes bienvoyantes pendant des années. Et puis, à un beau moment, on leur explique que, madame, monsieur, dans 1 an, dans 6 mois, vous ne voyez plus. Donc, nous accueillons ces personnes-là et nous les formons dans une reconversion, dans un métier qui puisse leur être aussi accessible, parce que dans ces cas précis, celui qu'ils exerçaient avant, du cause de la survenue de la déficience visuelle, n'est plus du tout accessible. Vous dites sur le site de cette fondation OVE, qui est très bien fait, vous dites « l'audace d'agir ». J'aime beaucoup cette phrase. Oui, alors l'audace d'agir dans le sens où la fondation OVE prône vraiment l'inclusion pour tous. Alors, quand on dit à la Fondation L'Inclusion pour tous, c'est vraiment tout le monde, c'est les personnes en situation de handicap, c'est toutes les autres formes de précarité, comme les migrants, la pérédance, etc., etc. Et dans la région Rhône-Alpes où se trouve la direction générale de la Fondation, il y a même un centre qui accueille aussi, par exemple, les migrants, pour vous dire. Exactement. Donc, c'est la grande exclusion qui passe aussi bien par le handicap que par d'autres types de formes de précarité. Oui, mais ça, c'est une véritable audace. Félicitations. Alors, Patrick, bonjour. Parlez-moi de votre parcours. Vous êtes atteint d'une déficience visuelle, laquelle? En fait, moi, c'est de naissance. Je suis né comme ça. J'ai un nystagmus congénital. Après, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, j'ai toujours vu comme ça. Ouais. Là, actuellement, oui, je fais une formation de guide touristique pour déficients visuels, c'est-à-dire qu'on inverse les rôles. C'est le malvoyant ou le non-voyant qui guide son groupe pour l'accompagner pour visiter quelque chose. Alors, racontez-nous, parce que c'est extraordinaire, c'est une histoire formidable. Moi, je sais que vous habitez en région parisienne. J'ai qu'une hâte, c'est un jour de faire une visite guidée avec vous, parce que j'imagine que votre regard, entre guillemets, doit être différent. Comment ça se passe, cette formation?
Déjà, je vous accueillerai avec plaisir pour faire, pour faire une visite. Comment ça se passe? Ça se passe, enfin, en fait, on est la première promotion, donc on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Et ça, c'est bien. Et bon, pour chacun, c'est vrai qu'il fallait, il fallait choisir un projet. Et moi, le projet que j'ai choisi, en fait, c'est la cité universitaire, la cité internationale universitaire de Paris. D'accord. D'une part, bon, c'est vrai que j'y travaille. Et puis, enfin, visiter la cité universitaire, on se dit, mais il y a déjà des tas de choses qui sont déjà organisées. Il y a des tas de visites par rapport il y a la valorisation du patrimoine qui font des visites par rapport à l'architecture, qui font des visites par rapport aux élites qui ont fréquenté ces lieux, par rapport à la botanique. Et donc, bon, qu'est-ce que je vais apporter de plus? Et donc, moi, j'ai pris le parti de parler de la cité et de me servir d'éléments de la cité pour pouvoir qui me servent de tremplin pour emmener les gens dans l'univers du fantastique, du conte Ah, fantastique. Et donc, je parle de la cité et je les emmène vers un autre univers. c'est formidable ça. Comment ça s'est passé cette formation? On démarre comment? Vous connaissez les lieux puisque vous y travaillez, mais ensuite, comment vous avez créé justement votre chemin de guide conférencier? Après, c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'y pensais, que j'avais envie de faire quelque chose, mais autour du conte, parce que c'est vrai que je suis, enfin, en dehors de mon travail, conteur, donc je raconte des histoires, et donc j'avais envie de faire quelque chose, mais comment construire un tel projet? Ça me paraissait loin, mais pourtant j'avais ça dans la tête qui me tournait, et puis quand cette formation s'est présentée à moi, je me suis dit, ah voilà, mais c'est peut-être le moment de concrétiser quelque chose. C'est votre métier. Mon métier, tel Vous, que ça y est, vous en faites votre métier, une activité en tout ah, cas? non, pas encore. Pas La encore. formation n'est pas vraiment finie. Disons que la visite, elle est au point. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la rôder. Donc, c'est la faire un maximum de fois. Enfin, voilà, s'il y a des gens qui veulent venir faire la visite, qu'on puisse partager un moment ensemble, eh bien, ce sera vraiment avec plaisir. Vous avez eu vos premiers visiteurs? Ça y est, vous avez déjà fait une visite sur place à l'Est Ah universitaire? oui, oui, j'en ai fait quelques-unes, mais bon, c'est principalement avec des gens de connaissances, mais une vraie visite officielle, non, pas vraiment, mais j'en ai fait plusieurs avec des groupes de gens de connaissances, oui. Moi, vous savez quoi, Patrick, il y a des gens qui nous regardent. Et il y a aussi, évidemment, dans le cadre de ces pauses café du NADEF, des gens qui nous écoutent. Et je trouve que vous avez une voix de conteur formidable. On a envie de vous écouter tellement votre voix est chaleureuse. Ça doit être génial de suivre en cette période automnale des contes un peu mystérieux dans la cité universitaire. Ça vous va très bien. Ah oui, mais surtout que la cité universitaire, enfin, à chaque époque, ça, ça change selon les saisons. Enfin, c'est, chaque semaine, c'est différent, la végétation, les différentes fleurs. Enfin, c'est, Ça donne envie. En tout ça cas, ça donne donne envie. envie. Oui. Bravo, félicitations. Quentin Guillaume, alors vous êtes chargé de mission développement et mécénat chez Up Entreprise. C'est quoi Up Entreprise, Quentin? Alors, H-Up Entrepreneuriat. H-Up H-Up Entrepreneuriat. Entrepreneur. H-Up C'est Entrepreneur, oui, pardon. Je disais Up, mais c'est H apostrophe Up, pardon. exact. Alors, c'est une association d'intérêt général qui a Oui, été créée en 2008 par Pauline Arnaud-Blanchard, donc l'actuelle directrice, oui, et qui est déjà passée, je crois, si je ne exactement. m'abuse, à une émission. Très beau Et témoignage il y a quelques mois à réécouter d'ailleurs sur le site de l'UNADEV. je vais essayer de faire de mon mieux pour, pour continuer le tracé. Et du coup, avec aussi 4 entrepreneurs en situation de handicap. Et l'idée, c'est quoi? C'est de libérer la capacité à entreprendre des personnes en situation de handicap. Ouais, Pourquoi? C'est parce qu'il y a un constat qui a été fait. Ce constat, c'est que l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap, c'est une réalité. La GFIP, en avril 2021, elle comptait 80 000 travailleurs indépendants handicapés, donc TI. Il y a une moyenne d'à peu près 8 000 créations par an. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on est sur un taux de pérennité à 3 ans de 77% pour une moyenne de 63% en tendance nationale. Donc, on est d'accord. vraiment sur
un secteur qui existe et qui est pérenne. Quand vous dites 80 000, ce sont des salariés, mais des entrepreneurs aussi, hein. Ce sont des entrepreneurs et toute taille, tout statut confondu. Tout style, hein. Ça peut être des commerçants, des artisans, des C'est ça. auto-entreprises, des libéraux. C'est incroyable parce que c'est un chiffre très important, mais ils sont avant tout, comme le disait très bien Arsène, ce sont d'abord des gens compétents. Leur handicap, entre guillemets, est presque invisible. C'est d'abord des chefs d'entreprise. Exactement. Et c'est ça qui est aussi qui est notre force chez HUB, c'est qu'on accompagne tous les entrepreneurs, quel que soit leur domaine d'activité. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est d'aider. On a vraiment le type d'entrepreneur qui va trouver la solution pour aider à compenser son handicap, mais on a aussi des entrepreneurs, entre guillemets, très classiques, qui ont une activité bien installée, qui peuvent être commerçants, qui peuvent être indépendants, etc. Donc, nous, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'il n'y a pas… il y a l'entrepreneur qui va aider à compenser son handicap, mais ça, c'est une partie de tout un tableau qui comprend voilà, un entrepreneuriat qui est à l'image de l'entrepreneuriat général, c'est-à-dire divers, et qu'il faut diffuser, qu'il faut montrer que c'est une voie qui est possible. L'accompagnement, finalement, quand je vous écoute et quand j'ai préparé cette émission, Quentin, cet accompagnement, j'ai quand même la sensation que ce genre de rencontre, là, en direct dans l'émission, elle est importante parce qu'elle passe d'abord par des mots pour donner confiance avant de parler de travail, d'organisation professionnelle, etc. Elle est humaine avant tout. C'est ça, nous on se repose beaucoup sur des bénévoles. En fait, nous, notre travail, c'est avant tout de trouver le bon matching entre les besoins d'un entrepreneur. Donc, Il y en a presque 200 hein, des bénévoles, hein, c'est ça? c'est ça, on est sur 200, 300 en moyenne. Chaque année, ça varie un peu. Mais voilà, donc on a un vivier de bénévoles qui est là aussi très divers. On a des retraités, on a beaucoup de cadres, des personnes qui ont vraiment une expertise. Et l'idée, c'est vraiment de trouver la personne qui va être clé, qui va vraiment aider l'entrepreneur. Donc, c'est vraiment un travail très minutieux qui est fait par nos coordinateurs de programme, nos directeurs de programme. Et l'idée, c'est on doit connaître bien la personne, on doit la rencontrer, on doit l'écouter et pour avoir l'idée de la personne joker qui va vraiment l'aider à développer, à peut-être à renforcer ses compétences, mais aussi à savoir l'écouter, à la coacher et à l'amener plus loin dans son activité. C'est quoi, Quentin? C'est une espèce de parrain, de marraine? Non, on préfère plus le terme mentor. Mentor, d'accord. Mentor, c'est ça. Donc, on a donc deux types. On a ce qu'on appelle les experts projets bénévoles ou mentors. Donc, c'est eux qui vont apporter cette expérience, cette compétence qui peut manquer à l'entrepreneur. Et on a de l'autre côté des coachs qui, eux, sont certifiés et qui sont eux aussi bénévoles et qui vont plus aider sur tout ce qui est introspection, sur entre guillemets, le développement personnel, sur aider vraiment à travailler sur ces blocages, sur ces biais qui peuvent exister pour les entrepreneurs en situation de handicap. Arsène, évidemment, quand vous entendez ça, ça vous parle. Alors, on ne vous entend plus, Arsène. Est-ce que vous avez éteint votre micro? Mince. On n'a plus le son de Arsène. Oui, alors, Ah, ça y est. Oui, effectivement, ça me parle dans la mesure où chaque année, sur les promotions que nous avons, il y a toujours 3-4 personnes qui ont ces velléités-là de création d'entreprises, d'auto-entrepreneuriat, mais qui malheureusement ne vont pas jusqu'au bout de leur idée parce qu'on n'a pas forcément les compétences requises en interne pour les accompagner sur ce volet-là. Et donc, moi, quand j'ai croisé les collègues de Guillaume au salon il y a un mois, j'étais ravi. Et d'ailleurs, nous nous rencontrerons prochainement dans nos locaux pour discuter autour de leur thématique d'accompagnement et voir dans quelle mesure on peut mettre en place des partenariats sur la durée, effectivement. C'est Quentin, hein, Arsène, c'est pas Guillaume. Guillaume, c'est son nom de famille, mais je suis sûr que tout le monde se trompe. Oui, tout à fait. Oui. C'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de votre vie. Quand on a deux prénoms. Aujourd'hui, pour être tout à fait. C'est ça, tout à fait. Bon. Quand on a deux prénoms. Mais c'est intéressant l'un comme l'autre. Et puis après, je ferai aussi réagir Patrick, parce que j'imagine que Patrick, il est aussi accompagné, peut-être pas par un mentor, mais on va voir comment vous l'appelez. Mais comment est-ce qu'on trouve ces gens-là? Ces gens justement qui peuvent venir de l'extérieur, qui viennent en renfort, partager soit leur temps parce qu'ils ont eu de l'expérience et qu'ils sont retraités, comme vous le disiez, Quentin, soit des gens en activité. Comment on les trouve, Quentin? Alors ça, donc on a des personnes qui existent dans le réseau depuis des années. On existe depuis 2008, donc ça fait longtemps. Donc il y a des vraies relations qui ont été créées avec certains mentors. Après, nous, on utilise beaucoup des plateformes qui existent.
D'accord. comme Vendredi, qui permet de mettre en place des actions de mécénat, comme ça, rencontrer des bénévoles. Et on peut aussi avoir des partenariats avec des entreprises qui Ouais. mettent à disposition, sous forme de mécénat de compétences, des salariés qui acceptent de donner de leur temps pour aider ces entrepreneurs. Donc voilà. Arsène, c'est pareil? C'est tout à fait pareil. Je suis sûr que ces gens-là, enfin, je suis sûr, j'imagine, mais quand ces gens-là, quand ces mécènes, quand ces personnes professionnelles viennent participer, viennent donner de leur temps, comme vous veniez de le dire, est-ce que finalement, après, ils se disent, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Et il y a comme une espèce de, il y a quelque chose qui doit se passer et les gens se disent, mais je veux le refaire, je veux continuer et je veux conseiller à d'autres de le faire, non? Oui, oui, parce que nous, actuellement, il y a déjà 5 ans qu'on a une personne qui intervient à Forja dans le cadre de mécénat de compétences. Et justement, c'est grâce à cette personne qu'on a eu la visite là, de Lily, qui est une industrie pharmaceutique où travaille cette personne-là d'ailleurs. Et donc, l'idée, c'est vraiment dans la transmission. Et cette personne elle-même est déficiente visuelle. Donc, elle vient donner de son temps, accompagner les gens et on voit qu'il y a une confiance qui se crée. Parce que nous, on fait de la formation et de l'insertion. Quand on parle aux personnes, ça n'a pas le même impact que quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et qui parle aux personnes. Ça, Ouais. c'est vraiment crédible. Voilà. Et donc, c'est vraiment des actions, je dirais, d'avenir et tout le monde sait que l'emploi salarié, c'est quelque chose qui a des limites. Donc, on a besoin, il faut des gens qui entreprennent, qui ne trouvent pas du travail pour eux-mêmes et qui en distribuent à d'autres aussi. Donc, l'avenir passe par là, y compris les personnes en situation de handicap. Quentin, là-dessus, sur cette question de ces personnes voilà, qui arrivent et qui accompagnent, et puis voilà, et finalement, ils deviennent très fidèles. Moi, ce qui me fait réagir, c'est que l'année dernière, donc sur la période 2020, début 2021, on a mené une première mesure d'impact pour un peu, et du coup, on s'est intéressé sur l'avis de nos bénévoles, puisque c'est des parties prenantes qui sont très importantes pour notre structure. C'est vraiment eux qui font vivre l'accompagnement de la Shop Entrepreneur. Ouais. Et ce qui en est ressorti, vraiment, c'est cette statistique sur tous les bénévoles qui ont été interviewés, donc à peu près une soixantaine. Il y en a 100% qui se déclaraient épanouis personnellement. Que 100%. 100%. la totalité. Et à peu près 70% qui disaient que ça les avait aussi épanouis professionnellement, puisqu'ils avaient pu développer ou conforter certaines compétences qui leur servent dans le monde, mais dans le monde de l'emploi. Mais c'est vraiment cette statistique que l'on retient, c'est que systématiquement, presque, il y a un épanouissement qui se fait, il y a une vraie satisfaction à apporter son aide à des entrepreneurs en situation de handicap. Mais c'est génial parce que ça veut dire, Quentin, que ces personnes qui sont venues accompagner des personnes en situation de handicap peuvent au départ penser que c'est elles qui vont être tout le temps force de proposition et meilleurs conseillers, mais finalement, ils se prennent énormément aussi de conseils et des leçons de vie de la part des personnes qu'ils encadrent. C'est ça, je pense que aussi qui est assez beau dans cette relation qui se crée, c'est que les deux parties prenantes, chacun ont à apprendre de l'autre en fait. Et c'est là où on sent qu'il y a aussi une vraie satisfaction à apprendre et à comprendre ce que c'est que le handicap. Même si, je tiens à le souligner, il y a beaucoup de nos bénévoles qui ont déjà été sensibilisés au handicap par ailleurs. Donc, ça aussi, c'est de par leur vie personnelle, etc. Bien sûr. Mais ceux pour qui ce n'est pas le cas, c'est vraiment une expérience enrichissante et une vraie découverte. Patrick, comment vous avez été encadré, accompagné pour ce magnifique projet que vous êtes en train de développer? Encadré par rapport à l'ITDV, l'Institut du tourisme pour déficients visuels, ce qui actuellement, ce qui me manque pour l'instant, c'est peut-être un cadre, trouver dans quel cadre faire cette profession. Donc peut-être est-ce qu'en auto-entrepreneur, est-ce que d'une autre manière, je ne sais pas. Enfin ça, je me pose encore la question et il va falloir que j'y songe très vite. Et vous avez avancé avec… Alors moi, j'ai lu aussi pour préparer cette interview que vous avez notamment été accompagné par l'IMDV, c'est bien ça? L'IMDV. Innovation pour la mobilité des déficients visuels.
C'est peut-être… parce que Peut-être, mais je ne sais pas. Je connais l'ITDV, l'IMDV, peut-être, mais ça doit certainement ça être doit être dans quelque chose, oui. la même structure. Alors, l'ITDV, vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est une école qui a été créée, enfin, ou co-créée par Basile Lambert, qui Institut du tourisme pour déficients visuels. Et donc, c'est de faire en sorte que les déficients visuels soient les guides et Oui, non plus les guidés. exactement. Et alors, comment vous avez démarré ces premiers pas? Est-ce que vous avez eu, comme on l'a entendu là, un mentor, quelqu'un qui a été un peu votre référent? Euh, Enfin, non, Pas forcément. pas forcément, non, non, non. C'est venu de… Vous vous êtes débrouillé tout seul? Pour construire le projet, enfin la visite, Absolument. on a eu, oui, des cours avec différentes personnes, euh, notamment Stéphanie Xuxet Mhm. aussi, euh, des cours de culture générale, D'accord. euh, euh, voilà. Comment réagissent les premiers visiteurs qui vous ont suivi? On en parlait à l'instant. Bon, alors on accompagne des personnes en situation de handicap, mais finalement, quand c'était vous qui aviez la main, là, quand vous avez commencé à faire vos premières visites, j'imagine que les réactions devaient être hyper intéressantes parce que finalement, c'était vous le patron et c'est eux qui, pour le coup, ont dû se faire guider. Oui, se plier, suivre. C'est sûr que bon, j'imagine que les premières visites que je vais faire pour de vrai, quand je vais être devant eux, enfin, il y en a peut-être plus d'un qui risque d'être surpris. Mais bon, il suffit de leur parler, de leur expliquer, et puis après tout va bien. Ils ont qu'à suivre. On sent que vous avez hâte de démarrer pour de vrai cette Ah oui, oui, aventure. oui, oui, ouais, ouais, oui. Qu'est-ce que selon vous, c'est intéressant, vous êtes déficient visuel, on n'en voit pas énormément, c'est vrai, des guides conférenciers qui ne voient pas ou qui voient mal. Selon vous, pourquoi vous pouvez faire la différence? Une différence en tout cas, intéressante dans cette expérience. Euh, je, vous pose, ah, je vous- je vous pose une colle. ouais, c'est compliqué, hein. C'est peut-être grâce à vos histoires, comme vous disiez. Oui, oui, bah moi c'est ma particularité, c'est mon parti pris Ouais. d'associer ça à des contes, disons parler des monuments, enfin parler des choses, mais tout en y trouvant un lien qui va me permettre d'emmener les gens vers autre chose dans l'univers du conte et surprendre les gens parce que pour les gens le conte ils ont dans l'idée que c'est un peu pour les enfants alors que pas du tout. Moi je leur raconte des histoires qui sont pas du tout pour les enfants. Et- C'est ça qui est intéressant. Mais avant de ouais. démarrer cette aventure de guide conférencier, quelles perspectives professionnelles vous aviez? Alors avant de commencer, j'ai toujours été en école spécialisée, donc j'ai été à Rennes. Après, je suis allé à l'Institut Monteclair à Angers, et donc bah, à cette époque-là, quand on est déficient visuel, en gros, il y a deux voies. Soit Ouais. on est très bon et puis on fait kiné, ou soit on est mauvais et puis on fait standardiste. Et puis bon, arrivé en troisième, on m'a dit bah non, ça va pas être possible. Alors ce sera standardiste ou il y avait des choses comme rempailleur ou je ne sais quoi. Et donc je dis bon ouais voilà, on va faire standardiste. Et puis bon, après avoir fait ma formation de standardiste, je suis resté 9 mois sans rien faire. Pas sans rien faire, à chercher du travail, Ouais, bien mais, sûr. mais, pas, mais pas à en trouver. Et donc, au bout de 9 mois, bon, j'avais pas l'habitude de rester chez moi parce que j'ai toujours été dans différents endroits Dans autres l'action. que chez moi. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, n'importe quoi. Et j'ai trouvé un stage de perfectionnement d'anglais à Paris. Et pourtant, avant, je me disais, oh là là, Paris, ça, j'irai jamais, c'est une ville de fous. Et puis, je me suis dit, bon, c'est 6 mois, ce sera toujours 6 mois de passé. Et au bout des 6 mois,
enfin déjà pendant les 6 mois, j'ai fait un stage en entreprise. Il se trouve que le stage en entreprise que j'ai fait, je l'ai fait à la Cité internationale universitaire de Paris. Et il se trouve qu'un mois après mon passage, la personne avec qui j'avais fait le stage, il y a une personne qui a quitté son poste. Et comme j'avais travaillé pendant 3 semaines, on m'a demandé si je voulais prendre la place. Et donc, coup de chance, voilà, j'ai dit oui. Et puis, ça fait plus de 30 ans que je suis à la cité universitaire. Et bon, entre-temps, ça a évolué parce que le standardiste, évidemment, ça n'existe plus. Ouais, Donc, exactement. voilà, et donc j'ai standardiste, j'ai fait agent d'accueil, et puis maintenant, je ne fais plus d'accueil non plus. Enfin, je fais différentes choses. Bon, pas bien déterminées en termes de fonction, mais bon, je m'occupe de commandes, de reprographie. Je travaille, disons au service des moyens généraux à la cité universitaire. Donc, les tâches sont très diverses et variées. Et voilà, bon, ça reste quand même intéressant Les, aussi. les planètes étaient alignées, en tout cas, pour que vous vous retrouviez là où vous vous retrouvez aujourd'hui. C'est intéressant. Vous l'avez dit tout à l'heure, Arsène, quand on a commencé cette émission, vous avez parlé d'un terme qu'on entend beaucoup en ce moment. On est donc en direct dans cette pause café avec l'UNADEV à l'occasion de la 25e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et on parle de ce terme, l'inclusion. L'inclusion dans la société. C'est un terme qui parfois est un peu flou pour le grand public, mais qui a du sens dans une semaine comme celle-là, quand on vient d'entendre, par exemple, l'histoire de Patrick. Alors, l'inclusion, effectivement, comme le soulignait Patrick, quand on a un handicap, en fonction de la nature de son handicap, on est orienté dans des établissements qui sont tout faits, qui sont spécialisés et qui sont destinés à accueillir cette catégorie de la population. L'idée derrière l'inclusion, c'est de faire un petit peu la démarche inverse en intégrant dans la mesure du possible, hein, des personnes, des enfants en situation de handicap dans j'aime pas trop ces termes, mais bon, je le dis quand même, des établissements dits normaux, hein, prenons ça Ouais. entre guillemets, avec éventuellement une aide humaine. Alors, l'aide humaine, c'était déjà les AVS. Ça a changé d'appellation il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc, accompagnement de l'enfant handicapés, AESH. Donc voilà, c'est une prise en compte inclusive où tout le monde va pouvoir travailler ensemble, étudier ensemble. Et l'intérêt par anticipation, déjà, c'est quoi? C'est que le regard des enfants qui auraient étudié aux côtés des camarades en situation de handicap, quand eux-mêmes seront aux affaires, ça va être complètement différent. Et moi, je suis persuadé que c'est quelque chose qui va changer aussi le regard social par Ouais. rapport à l'emploi de personnes en situation de handicap et que peut-être que dans 10-15 ans, on ne serait pas là à faire de la promotion de l'emploi des TH, ce serait quelque chose de tout à fait normal dans la société. On parle beaucoup aussi de bénévolat, hein. C'est le cas pour vous, Quentin, du côté de H-Up Entrepreneur. C'est facile de trouver des bénévoles? Alors ça, il faudra, je pense, poser la question à notre responsable, puisqu'on a vraiment une responsable de l'animation, puisqu'on considère que c'est aussi un réseau, tout comme nos Ouais. entrepreneurs, c'est quelque chose qu'il faut animer. Du coup, je n'ai pas trop envie de vous dire de bêtises, mais je pense que, en tout cas, c'est une mission qui prend beaucoup de temps et Ouais. dont l'idée, c'est vraiment, là, actuellement, on essaie vraiment de changer d'échelle, de vraiment d'augmenter notre capacité à accompagner. Et ça sous-entend des logiques il faut apprendre à aussi automatiser. Parce que là, on repose beaucoup sur des moyens humains pour Ouais. accompagner ces bénévoles, pour les rechercher à la main. Et l'idée, c'est en fait de trouver des accompagnements. On est accompagné pour ça, pour trouver des solutions, pour fluidifier un peu ces processus et permettre à des bénévoles de rapidement comprendre ce que c'est HUP, d'être rapidement formés pour accompagner les entrepreneurs et pouvoir rapidement accompagner, être mis en duo. Est-ce que vous avez en tête comme ça, Quentin, une histoire récente de quelqu'un que vous avez accompagné, une jolie petite histoire de quelqu'un qui est arrivé, qui était peut-être perdu, qui avait besoin justement de vous, de vos équipes, une histoire qui vous dit, ben, je sais pourquoi je suis là, pourquoi HUP on est là depuis si longtemps et à quoi sert cette semaine justement, par exemple? Bah, je pense, nous, on a eu très récemment, donc le 2 novembre, on a eu nos trophées HUP Entrepreneur, qui est un grand événement où Exact. on cherche voilà, à récompenser tous les profils d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément accompagnés par HUP.
avec plusieurs catégories. Et du coup, pour la petite histoire, voilà, on a notre entrepreneuse Caroline Cruchot, Ouais. qui est entrepreneuse en herbe et qui est accompagnée au sein du programme Shop Academy, qui a remporté cette catégorie. Voilà, Caroline, c'est vraiment une entrepreneuse incroyable, qui a un projet qui est incroyable et que je vous enjoins à aller voir au Stopbox. Ouais. Voilà, c'est compliqué de vous donner une petite histoire comme ça, puisque en fait, il y en a plein et on apprend à chaque fois. Et voilà, c'est une pensée pour tous ces entrepreneurs qui font partie de notre réseau parfois depuis longtemps ou qui viennent d'arriver et qui rapidement vont prendre leur marque, qui parfois vont s'envoler ou qui parfois vont rester, vont aller de programme en programme à mesure qu'ils vont évoluer, à mesure qu'ils vont grandir. Donc voilà, donc c'est pour le côté humain, pour le côté histoire, ça y en a plein. Ouais, il y en a plein d'histoires. Arsène, si je ne me trompe pas, du côté de votre fondation, vous êtes un peu partout en France, hein. Il y a des actions vraiment partout dans le pays. Oui, alors il y a des actions. La grosse implantation, c'est dans la région Rhône-Alpes, hein, Rhône-Alpes, ouais. initialement, mais on est aussi présent en Île-de-France, dans la Loire-Atlantique et en Normandie. Donc, on a en tout, au niveau de la fondation, un petit peu plus d'une centaine d'établissements, toutes structures confondues, hein. Donc, on va avoir des IME, des EHPAD, des femmes, des CESAD, comme je vous disais, un centre d'accueil de migrants aussi près de Lyon, etc. Donc, enfin, c'est vraiment la grande diversité qui vient confirmer voilà, l'idée de l'inclusion pour tous de la Fondation, l'audace d'agir que vous soulignez en début d'émission. Et comme le disait Quentin, finalement, à chaque fois, chaque personne que vous accompagnez, c'est une histoire différente. Ah ben complètement. Nous, chaque personne est unique dans le sens où cette personne a son histoire propre en termes d'environnement, en termes d'études, en termes de handicap, en termes de précarité, qui est unique. Et enfin, il n'y a pas de généralisation au niveau de la prise en charge des personnes que nous accompagnons. Donc, c'est pour ça que l'idée d'accompagnement personnalisé est importante et mise en avant. Ça représente quoi pour vous, Patrick, cette 25e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées avec l'UNADEV, tout cet accompagnement, toutes ces initiatives, au sortir en plus d'une crise sanitaire, hein, qui a isolé les gens? Bah, c'est très bien. Enfin, il faut en parler, mais il ne faut pas en parler que lors de la Exactement. semaine du handicap. Ça s'arrêtera pas la semaine prochaine. Voilà. Mais c'est important pour vous? Bah, oui, c'est important, mais bon, je pense que c'est plus important pour les gens qui sont en recherche d'emploi, parce Hmm. que bon, moi, enfin, c'est pas que je suis plus concerné, mais vraiment pour ceux qui recherchent des emplois, enfin, on a l'impression que ça semble plus facile qu'avant. Parce que maintenant, il y a Internet. Après, c'est peut-être pas plus facile qu'avant, mais qu'il y a plus d'ouverture, de possibilités. Enfin, c'est juste une impression. Après, je sais pas si c'est vraiment la réalité. Non, mais c'est un ressenti. J'aimerais bien qu'on parle aussi peut-être aussi de la génération montante, la génération de demain. Les jeunes, on le voit, hein, dans les problématiques de l'emploi et du handicap, éviter qu'il y ait une génération qui ne soit pas sacrifiée. C'est important aussi d'accompagner les plus jeunes pour aussi leur donner des clés sur les bonnes formations à suivre. Question peut-être à Arsène et à Quentin, hein. Moi, je pense que oui, évidemment, oui, parce que déjà, derrière l'idée de l'inclusion, déjà le fait de plus en plus d'intégrer des enfants en situation de handicap dans des établissements classiques, c'est une manière très directe de sensibiliser déjà la génération montante à cette problématique-là de notre société. On ne peut pas continuer à exclure en fonction de différences et notamment des questions du handicap. Sinon, ça ferait une sorte de double punition. Je pense que les gens, ils ne sont pas contents, fiers d'être dans cette situation-là. Et si en plus, on va se servir de ces référents-là pour les exclure des sujets principaux que sont l'emploi, justement. On sait que l'emploi, c'est quelque chose de central dans la vie d'une personne. Donc, si une personne est exclue de l'emploi uniquement du fait de son handicap, c'est triste au XXIe siècle. Donc, l'inclusion, moi, je pense, si on y met tous les moyens, c'est vraiment l'avenir.
Et c'est une manière de… Merci. Quentin, une réaction à ce que vient de dire Arsène et sur ma question. Alors, je suis désolé, j'ai dû quitter Pas la salle, grave. donc il y a peut-être un petit peu de bruit. On est en direct. On n'a rien entendu. Vous aviez coupé le micro, c'était parfait. Pour revenir du coup sur la question des jeunes et plus spécifiquement de l'entrepreneuriat, nous c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment. Ouais. Et du coup, on a un programme assez spécifique qui s'appelle Déclic H-Up, qui lui est avant tout destiné à toutes les personnes éloignées de l'entrepreneuriat, donc les chômeurs longue durée, mais aussi beaucoup les jeunes. Ouais. Et l'idée en fait, c'est plutôt que de montrer ce que c'est l'entrepreneuriat, c'est vraiment prendre le temps de faire un parcours pour développer cette introspection, cette question en soi, est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour moi? On n'est pas du tout dans l'idée de vraiment pousser les gens à entreprendre, puisque parfois ça peut ne pas être la voie. Nous, on Bien sûr. considère que si un de nos entrepreneurs nous dit j'arrête mon projet et je retourne dans le salariat, nous on considère que c'est positif puisqu'il a trouvé sa voie. Et c'est avant tout ce qui nous intéresse. Et du coup, voilà, on a ce parcours spécifique qui est sur à peu près 9 mois. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion. Et l'idée, voilà, c'est de définir un projet. Est-ce que c'est fait pour moi pour au final le pitcher et voir si plus tard, on peut pousser cette idée plus loin. 9 mois. 9 mois, c'est drôlement bien parce que c'est très long. C'est formidable. C'est ça. Donc, on est vraiment sur un parcours individuel. C'est un luxe d'avoir ce temps-là. Oui, non, c'est quelque chose qui a été construit, qui, je pense, répond beaucoup à un besoin, puisque voilà, on intervient beaucoup dans certaines formations, certaines structures où il y a des jeunes, où il y a des personnes qui ne sont pas forcément très proches de l'entrepreneuriat. Et il y a cette question, en fait ces questions, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que potentiellement c'est possible, etc. Donc voilà, donc je pense que ça répond à ce besoin-là. Un mot pour terminer concernant l'UNADEV, l'importance de la présence de l'UNADEV dans cette semaine, l'UNADEV comme d'autres institutions, l'importance de ce partenariat que vous avez ensemble. Je pense que oui, c'est important de rappeler le partenariat qui est, nous, l'IH-Up avec l'UNADEV. Il faut savoir qu'on a construit une première expérimentation l'année dernière, du coup en 2020 avec l'UNADEV, qui était un parcours non pas d'accompagnement, mais l'idée c'était plus aider spécifiquement nos entrepreneurs en situation de déficience visuelle et vraiment les aider. Donc c'était un parcours uniquement en distanciel, Covid oblige, ou avec des exercices de co-développement, d'intervention sur tout le cadre légal, etc. Et là, on est très content puisque l'UNADEV nous refait encore confiance pour cette année. Et là, l'idée, c'est vraiment d'amener plus loin et d'aider à mettre en place vraiment des petits ateliers en présentiel sur des situations, etc. En tout cas, merci à notre partenariat. Arsène, en quelques secondes, même question. Ah, on ne vous entend pas, on ne vous entend pas, on ne vous entend pas. Vous n'avez pas allumé votre micro. Oui. Voilà. Oui, donc nous, on bénéficie par exemple de la mise à disposition d'une conseillère en économie familiale et solidaire par l'UNADEV qui vient renforcer notre équipe médico-sociale et l'intérêt de tout ça, c'est de participer à lever des freins parce qu'on sait que pour l'emploi des personnes en situation de handicap, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un seul trait, mais qui peut être aussi progressif, donc contribuer à lever les freins qui un jour vont permettre à cette personne d'accéder à l'emploi. N'ayons pas peur. Un tout dernier mot pour conclure, Patrick. Si tout va bien, quand est-ce que vous êtes guide conférencier à la Cité universitaire? Quand est-ce qu'on peut venir vous suivre? Guide touristique, en fait, c'est quand vous voulez. Ça y est, en fait. Il y a qu'à prendre rendez-vous, puisque mes visites sont au point. Vous prenez rendez-vous avec moi, et puis on y va. On a tous rendez-vous. J'espère un jour en présentiel avec vous. Merci à vous trois pour la richesse de vos témoignages et pour vos actions en cette émission spéciale. Dans cette semaine spéciale, merci vraiment d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci. Merci et beaucoup. merci à vous de nous avoir suivis avec l'UNADEV. On se retrouve très vite pour une nouvelle pause café. Merci encore.